Bonjour, je voudrais d'abord m'excuser de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je l'aurais bien aimé, mais des contraintes professionnelles m'ont empêché de le faire. Je voudrais bien sûr tout d'abord remercier le professeur Valérie Campan et toute son excellente équipe de l'Université de Nîmes pour l'invitation qui m'a été faite d'intervenir dans ce colloque que j'aime beaucoup, Neuroprisme. Et je vais parler d'un thème qui vous intéressera certainement parce que vous avez, et on a tous, été à un moment ou à un autre dans la situation d'un cyberanxieux. Donc, permettez-moi de commencer d'abord par une scène devenue presque ordinaire dans nos consultations. Il s'agit d'un homme de 34 ans qui se présente pour des troubles du sommeil, des palpitations, une fatigue persistante, une impression diffuse d'épuisement. Avant même de me parler de ce qu'il ressent dans son corps, il me parle de ce qu'il a trouvé sur Internet. Il a passé plusieurs soirées, parfois plusieurs nuits, à chercher des explications à ses symptômes. Il a consulté des sites médicaux, parcouru des forums, comparé des témoignages, puis interrogé un assistant conversationnel qu'on appelle actuellement communément chatbot. Il lui a décrit ses symptômes, son âge, son stress professionnel, son sommeil, ses antécédents familiaux. Et il arrive à la consultation avec une formulation presque médicale de sa maladie. Docteur, j'ai un syndrome d'épuisement avec composante anxieuse, mais compatible aussi avec une cardiomyopathie de stress débutante. Donc, je vous demande tel et tel examen et merci de me faire telle et telle ordonnance. Il a peur, bien sûr, mais il semble aussi paradoxalement soulagé car quelque part son mal a été nommé, une forme a été donnée à son inquiétude. Le symptôme qui était d'abord une expérience corporelle confuse s'est transformé en hypothèse diagnostique. Cette scène, bien que nous ne l'aimons pas beaucoup, elle a tendance à se répéter de plus en plus par les jours et dans les jours qui viennent. Et beaucoup de cliniciens la connaissent déjà. Mais cette scène dit quelque chose de notre époque. Les patients ne viennent plus seulement avec un symptôme, ils viennent avec un symptôme déjà interprété, déjà documenté, déjà mis en récit par Internet, par un chatbot, souvent même discuté avec l'intelligence artificielle. Le patient ne vient plus exposer à son médecin ces mots, mais surtout, il vient dans une optique de confirmation, avec une trajectoire cognitive, avec des recherches, avec des captures d'écran. Et c'est cela qui fait tout l'intérêt de la cyberchondrie qu'on va maintenant. La cyberchondrie n'est pas née avec l'intelligence artificielle. Depuis le début du web médical, depuis ce que l'on a appelé avec humour, mais aussi avec inquiétude Dr Google, nous savons que la recherche d'informations de santé peut être utile, mais qu'elle peut aussi devenir anxiogène. Dans les statistiques, juste derrière les recherches de sites à caractère sexuel, ce sont les recherches sur les thèmes de santé qui viennent en premier lieu dans les statistiques de Google. Ce qui change aujourd'hui avec les chatbots ou les agents IA conversationnels, outre l'abondance de l'information, c'est que cette information nous parle. Elle n'est plus seulement affichée sur une page, elle est reformulée, organisée, personnalisée, rendue possible dans une conversation. Elle ne reste plus extérieure au sujet, elle entre avec lui dans un échange qui ressemble parfois à s'y méprendre à une consultation, bien sûr sans en avoir les garanties, ni la responsabilité, ni la profondeur relationnelle. C'est ce déplacement que je voudrais examiner aujourd'hui. Le passage d'une cyberchondrie de la recherche à une cyberchondrie du dialogue avec la machine, c'est tout l'intérêt de ce sujet. La cyberchondrie peut être définie comme une recherche excessive, répétitive et difficile à contrôler d'informations de santé sur Internet. Recherche qui, au lieu d'apaiser durablement l'anxiété, finit par l'augmenter. Le paradoxe est là. Le sujet cherche pour se rassurer, mais l'information obtenue ouvre d'autres hypothèses, d'autres risques, d'autres menaces possibles.
La recherche qui devrait fermer l'angoisse la relance. Il faut toutefois éviter une confusion. Toute recherche médicale en ligne n'est pas pathologique. Un patient qui s'informe, qui cherche à comprendre une maladie, qui prépare une consultation ou qui souhaite anticiper une décision thérapeutique n'est pas nécessairement cyberchondriaque. Il peut même être un patient plus autonome, plus impliqué, parfois plus exigeant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. La cyberchondrie, comme ailleurs, elle commence lorsque la recherche cesse d'être un moyen de compréhension pour devenir un rituel anxieux. Elle commence lorsque le besoin de savoir est progressivement remplacé par le besoin de neutraliser une inquiétude qui revient sans cesse. Sur le plan clinique, la cyberchondrie appartient à la famille, la grande famille élargie des troubles anxieux et des maladies ou des névroses d'angoisse, comme on veut, ou des névroses obsessionnelles. Elle entretient des liens évidents avec ce que les classifications actuelles nomment troubles anxieux de maladie, avec certains tableaux obsessionnels, avec des conduites de vérification, avec l'intolérance à l'incertitude. Dans l'ancien vocabulaire psychiatrique, nous aurions parlé d'hypocondrie, mais le terme à lui seul ne suffit plus. L'hypocondrie classique se déployait dans le rapport au corps, aux médecins, à la maladie, aux proches, parfois aux ouvrages médicaux. La cyberchondrie ajoute un élément décisif. L'environnement numérique devient un acteur du trouble. Il ne se contente pas de transmettre l'information, il modifie la manière dont l'anxiété circule, se renforce, se répète et se légitime. Le Handbook of Research on Cyberchondria Health Literacy and the Role of Media in Society's Perception of Medical Information, dirigé par Hasser Aker et Mary Eken, un Américain et un Turc, une Américaine et un Turc, insiste justement sur cette articulation entre anxiété de santé, littératie médicale, médias numériques et perception sociale de l'information médicale. Mary Eken rappelle que la cyberchondrie désigne une forme d'anxiété liée aux recherches médicales en ligne, dans laquelle les recherches répétées peuvent accroître les préoccupations somatiques au lieu de les réduire. L'idée est importante. Ce n'est pas seulement le sujet anxieux qui utilise l'Internet, c'est l'Internet qui transforme l'expression de son anxiété. Les travaux fondateurs de White et Horvitz, publiés en 2009, avaient déjà montré que les recherches médicales sur le web pouvaient conduire à une escalade des préoccupations. Un symptôme banal conduit à une première page, puis à une deuxième, puis à un diagnostic plus rare, plus grave, plus inquiétant. La recherche avance souvent selon une logique qui n'est pas celle de la clinique. En médecine, nous hiérarchisons les hypothèses selon la fréquence, la gravité, le contexte, l'examen clinique, l'évolution temporelle. Sur Internet, le patient anxieux rencontre souvent une juxtaposition de possibilités sans vraie pondération clinique. Le fréquent et l'exceptionnel peuvent apparaître sur le même écran, parfois dans le même paragraphe. Trois mécanismes psychopathologiques me semblent centraux. Le premier est le biais attentionnel, vers le grave. Le sujet anxieux ne lit pas toutes les informations avec la même disponibilité intérieure. Une hypothèse rassurante est perçue, mais elle ne suffit pas. Une hypothèse grave, même rare, s'impose avec une force particulière. Une céphalée devient l'ombre d'une tumeur cérébrale. Une douleur thoracique atypique devient l'annonce possible d'un infarctus. Une fatigue banale devient le premier signe d'une maladie systémique. L'information inquiétante possède une puissance d'accrochage que l'information rassurante n'a pas. Le deuxième mécanisme est l'intolérance à l'incertitude. Beaucoup de patients cyberchondriaques ne cherchent pas seulement une information, ils cherchent une certitude. Ils ne supportent pas le probablement, le à surveiller, le nous verrons l'évolution, le rien n'oriente actuellement vers. Or, la médecine, dans sa pratique réelle, est fondamentalement probabiliste. Elle accepte les degrés de vraisemblance, les temporalités, la surveillance, les diagnostics différés. Internet, au contraire, donne souvent l'illusion que tout peut être immédiatement clarifié. Le patient cherche une clôture, mais il rencontre une prolifération. Le troisième mécanisme est la boucle de renforcement. La recherche apaise brièvement. Ce soulagement immédiat renforce le comportement. Mais l'apaisement ne dure pas. Un nouveau doute apparaît, une nouvelle question surgit, une nouvelle recherche commence. Le modèle rappelle les conduites obsessionnelles.
inquiétude, vérification, soulagement, bref, retour de l'inquiétude. Le comportement censé calmer l'angoisse devient l'un des moteurs de sa persistance. Les échelles de mesure ont permis d'objectiver cette clinique. La Hypochondria Severity Scale, proposée par McElroy et Shevlin en 2014, explore notamment la compulsion, la détresse, l'excès, la recherche de réassurance et la défiance envers les professionnels de santé. Sa version courte, la CSS-12, publiée en 2019, a facilité les études cliniques et épidémiologiques. Ces outils sont utiles non parce qu'ils remplacent l'entretien clinique, mais parce qu'ils montrent que nous ne sommes pas devant une simple habitude moderne un peu excessive. Nous sommes devant un comportement structuré, mesurable, parfois invalidant, qui peut s'inscrire dans des tableaux anxieux plus larges. Voici une vue rapide sur les 12 items de la CSS-12. Je vous laisse lire les différents items qui révèlent d'eux-mêmes la recherche sémiologique du trouble hyperchondrie. La pandémie de Covid-19 a évidemment amplifié le phénomène. Elle a exposé chacun d'entre nous à une incertitude médicale massive, à des chiffres quotidiens, à des controverses scientifiques, à des recommandations changeantes, à des messages parfois contradictoires, à des peurs de contamination et à une défiance croissante envers certaines institutions. L'OMS a appelé ce phénomène infodémie, un excès d'informations incluant des informations fausses ou trompeuses susceptibles de produire confusion, perte de confiance et comportements inadaptés. La cyberchondrie a trouvé là un terrain presque expérimental, un monde inquiet, connecté, soumis à un flux permanent d'informations médicales, mais souvent privé de repères stables pour les interroger. La cyberchondrie n'est donc pas seulement une peur de la maladie, elle est une pathologie de l'excès informationnel. Elle ne relève pas d'un défaut de savoir, mais d'une difficulté à métaboliser le savoir. Le patient cyberchondriaque n'est pas ignorant, il est souvent saturé d'informations. Ce qui lui manque n'est pas toujours une information supplémentaire, mais un cadre, une hiérarchie, une temporalité, une relation. Pendant longtemps, la cyberchondrie s'est organisée autour de contenus relativement statiques. Le patient lisait des pages, consultait des forums, accumulait des données. Ces contenus pouvaient être alarmants, imprécis, contradictoires, mais il ne répondait pas. Il était disponible, mais silencieux. L'intelligence artificielle conversationnelle introduit une modification qualitative. Le patient ne se contente plus de lire une page, il parle à un système, il pose une question, puis une autre, il précise ses symptômes, il demande des hypothèses, il sollicite une explication, il demande si cela peut être grave, il revient sur la réponse, il demande si une autre maladie rare pourrait expliquer son état. Il obtient une réponse fluide, structurée, prudente en apparence, parfois empathique, souvent très convaincante. Avec l'IA, l'information médicale change de statut psychologique. Elle devient réponse, elle devient dialogue, elle devient presque interlocuteur. Cette transformation est majeure. Le patient n'a plus seulement l'impression d'avoir lu quelque chose sur la maladie, il a l'impression que quelque chose ou quelqu'un lui a répondu à propos de lui. Plusieurs pièges psychologiques résident dans la réponse générative, la réponse des large language models comme ChatGPT et autres chatbots. Plusieurs effets méritent en effet d'être distingués. Le premier est l'illusion de maîtrise. Les grands modèles de langage produisent des textes bien organisés, souvent nuancés, capables de donner une impression de rigueur. Ils savent dire qu'il faut consulter, qu'ils ne remplacent pas un médecin, qu'il existe plusieurs hypothèses. Cette prudence formelle peut paradoxalement renforcer leur crédibilité. Le patient se dit la réponse est équilibrée, donc elle doit être fiable. Or, une réponse peut être bien formulée sans être cliniquement pertinente. Elle peut être prudente dans le style et fragile dans le raisonnement. Elle peut donner une impression d'expertise sans disposer des éléments fondamentaux de la clinique, à savoir l'examen, le contexte, l'histoire, l'évolution, la présence du corps. Le deuxième effet est la personnalisation comme piège. Le patient donne des détails, plus la réponse semble lui correspondre. Il indique son âge, ses symptômes, ses antécédents, ses résultats biologiques, ses traitements, ses inquiétudes.
La machine lui répond avec des formulations adaptées à ce qu'il vient d'écrire. La réponse semble alors presque intime. Elle donne le sentiment d'une écoute. Pour un sujet anxieux, cette impression peut être très puissante. Elle peut renforcer l'adhésion à des hypothèses pourtant mal hiérarchisées, voire fausses. Le troisième effet est la cohérence narrative. L'IA aime organiser, elle relie les éléments, construit des scénarios, propose des enchaînements. Or, l'anxiété aime aussi les récits cohérents. Un symptôme isolé inquiète, un symptôme intégré dans une histoire inquiète parfois davantage. Une fatigue, des palpitations, une sensation de tension thoracique, un stress professionnel ou un sommeil perturbé peuvent être organisés en récits d'anxiété, ce qui peut être utile, mais aussi en récits de maladies graves, ce qui peut devenir dévastateur pour un sujet vulnérable. Le danger n'est pas seulement l'erreur brute, le danger est parfois la cohérence excessive donnée à des éléments encore incertains. Le quatrième effet est la disponibilité relationnelle. L'IA est disponible à toute heure. Elle ne manifeste ni fatigue, ni agacement, ni impatience. Elle accepte la répétition. Elle répond aux mêmes doutes formulés de 10 manières différentes. Pour certains patients, elle devient alors un partenaire de rumination. Le problème n'est pas qu'elle réponde mal à chaque fois. Le problème est qu'elle puisse répondre indéfiniment. Là où le médecin introduit une limite, un délai, une orientation, parfois une frustration nécessaire, la machine entretient une disponibilité sans fin. Il faut cependant éviter une position trop critique. L'IA n'est pas seulement un amplificateur d'angoisse, elle peut aussi devenir un outil de régulation, de psychoéducation, de clarification, d'orientation, si elle est bien utilisée et si elle est intégrée dans un cadre construit. Des travaux récents évaluent des chatbots en santé mentale, des outils d'aide au triage, des systèmes d'information médicale, des agents conversationnels destinés à améliorer la littératie en santé ou à limiter l'infodémie. Certains résultats sont d'ores et déjà encourageants, notamment pour des interventions structurées, limitées, supervisées avec des garde-fous méthodologiques et éthiques. La difficulté tient précisément à la différence entre un usage encadré et un usage solitaire. Un chatbot conçu pour une intervention thérapeutique validée n'est pas la même chose qu'une conversation nocturne, répétitive, anxieuse, improvisée, conduite par un patient qui cherche désespérément à savoir si son symptôme cache une maladie grave. L'outil peut être le même en apparence, mais la fonction psychique est radicalement différente. Dans un cadre de soins, l'IA peut aider à structurer l'information. Dans l'usage cyberchondriaque, elle risque de structurer l'angoisse elle-même. On pourrait dire les choses ainsi. L'IA ne crée pas l'angoisse de la maladie, mais elle lui offre un espace conversationnel, disponible, infatigable et apparemment savant. C'est cette combinaison qui est nouvelle. La cyberchondrie classique était une errance dans les pages web ou dans les pages des revues médicales ou des livres médicaux. La cyberchondrie, à l'âge de l'IA, devient parfois une conversation interminable avec sa propre inquiétude, médiatisée par une machine qui lui répond avec le temps et de la compétence. Et ça, c'est le véritable problème. On peut considérer la cyberchondrie à l'âge de l'intelligence artificielle comme une pathologie de l'interface. Interface multiple entre le corps et le langage, interface entre le symptôme et son interprétation, interface entre l'anxiété et le savoir médical, interface entre le patient et la machine, interface enfin entre la médecine comme relation humaine et la médecine comme production automatisée d'informations. Cette notion d'interface me paraît particulièrement adaptée au cadre de Neuroprisme, notre colloque d'aujourd'hui, qui interroge les liens entre vulnérabilité mentale, stress, prévention, environnement technologique et intelligence artificielle. La cyberchondrie représente un modèle clinique très parlant de cette rencontre entre une vulnérabilité psychique et un milieu numérique. L'hypochondrie ancienne se développait dans une culture donnée avec ses représentations de la maladie, du corps et de la mort. La cyberchondrie contemporaine se développe dans un environnement où l'accès au savoir est immédiat, où les forums remplacent parfois les proches, où les moteurs de recherche remplacent le temps d'attente, où les statistiques circulent sans contexte, où les intelligences artificielles donnent au sujet l'impression qu'un interlocuteur expert est toujours disponible. Ce déplacement ne
supprime pas la psychopathologie ancienne, bien au contraire, il lui donne un nouveau milieu de croissance. Certains sujets sont évidemment plus vulnérables, patients souffrant de troubles anxieux généralisés, de troubles obsessionnels et compulsifs, de troubles anxieux de toutes sortes, des sujets dépressifs, des patients ayant vécu une maladie grave, des personnes endeuillées dans un contexte médical traumatique, les proches de malades, les adolescents exposés précocement au contenu de santé, mais aussi des patients très informés, très éduqués, persuadés de pouvoir interpréter seuls les données médicales complexes. La littératie en santé joue ici un rôle central. Il ne suffit pas d'avoir accès à l'information, il faut savoir l'évaluer, la hiérarchiser, la contextualiser, comprendre ce qu'elle dit et surtout ce qu'elle ne dit pas. La littératie numérique est tout aussi importante. Un patient peut savoir lire un article médical sans comprendre comment un moteur de recherche classe les résultats, comment un forum amplifie les témoignages extrêmes, comment un chatbot produit une réponse plausible sans garantie de vérité clinique. La cyberchondrie naît souvent de cette zone grise, trop d'informations pour rester ignorant, pas assez de cadres pour devenir réellement compétent. En 2026, le clinicien ne reçoit plus la même patientèle que celle d'il y a 30 ans. Le patient aujourd'hui arrive avec des informations, des hypothèses, des certitudes. Il a souvent déjà consulté plusieurs sources. Il peut avoir demandé un avis à une IA, comparer plusieurs réponses, imprimer des résultats, noter des arguments. La consultation commence donc rarement au point zéro. Elle commence après un parcours invisible, parfois lent, parfois épuisant. La première erreur serait de disqualifier ce parcours. Dire simplement il ne faut pas regarder Internet peut paraître logique, mais cette injonction est souvent inefficace. Elle peut même renforcer la honte, la défiance ou la dissimulation. Le patient continuera à chercher, mais il n'en parlera plus. Or, ce comportement numérique fait désormais partie de la clinique. Il faut l'explorer comme on explore le sommeil, l'alimentation, les consommations, les rituels, les évitements ou les conduites de réassurance. Il est utile de demander au patient ce qu'il a cherché, à quel moment, pendant combien de temps, avec quel effet immédiat et avec quel effet différé. Il est utile de savoir s'il cherche surtout le soir, la nuit, après une sensation corporelle ou après une contrariété, après un résultat biologique. Il est utile de savoir s'il utilise des forums, des sites médicaux, des vidéos, des réseaux sociaux ou des assistants conversationnels. Il est utile aussi de lui demander ce que la recherche lui apporte. Un apaisement, une excitation anxieuse, un sentiment de contrôle, une aggravation, une impossibilité de s'arrêter. À partir de là, le clinicien peut reprendre sa fonction propre, non pas seulement informer car le patient est déjà saturé d'informations, non pas seulement corriger car la correction factuelle ne suffit pas, toujours calmer l'angoisse. Il s'agit plutôt de structurer, hiérarchiser et contenir. Structurer, c'est donner au patient un cadre de compréhension stable. Le symptôme doit retrouver une place dans une histoire clinique, corporelle, psychique, relationnelle. Il ne peut pas rester livré au chaos des hypothèses numériques. Hiérarchiser, c'est distinguer le possible du probable, le grave du fréquent, l'urgence de la surveillance, le signe d'alerte de la sensation anxieuse. Cette hiérarchisation est l'un des gestes les plus précieux de la médecine. Elle est difficile à automatiser car elle ne dépend pas seulement des données déclarées, elle dépend de l'examen, du contexte, de l'évolution, de l'expérience clinique. Contenir l'incertitude, c'est peut-être le plus difficile. Il ne s'agit pas de mentir au patient ni de lui promettre une certitude absolue. Il s'agit de l'aider à supporter une part de non-savoir sans être immédiatement entraîné dans la vérification compulsive. La médecine réelle n'abolit pas l'incertitude, elle l'organise, elle la surveille, elle la rend partageable. Sur le plan thérapeutique, plusieurs axes peuvent être proposés. La psychoéducation est souvent un premier levier. Expliquer au patient que la recherche en ligne peut fonctionner comme une compulsion permet déjà un déplacement. Il comprend que son comportement n'est pas absurde, mais qu'il entretient malgré lui la boucle anxieuse. Ce recadrage peut avoir un effet de déculpabilisation, mais aussi de responsabilisation. Le travail comportemental est ensuite essentiel. L'objectif n'est pas nécessairement d'interdire Internet. Cette abstinence totale serait souvent irréaliste. Il s'agit plutôt de réguler, limiter les recherches à certains moments, éviter les recherches nocturnes,
Ne pas multiplier les sources, éviter les forums catastrophistes, noter les questions pour la consultation, différer la recherche de quelques heures, renoncer progressivement à demander une réassurance immédiate dès qu'une sensation corporelle apparaît. Dans certains cas, on peut s'inspirer de l'exposition avec prévention de la réponse appliquée aux conduites numériques. Confusion entre possibilité et probabilité, sur la surestimation du risque, sur le besoin de certitude, sur la tendance à retenir l'information menaçante. Il ne suffit pas de dire au patient que son hypothèse est peu probable. Il faut l'aider à comprendre comment son esprit la rend subjectivement probable. Le travail émotionnel et relationnel est tout aussi important. Beaucoup de patients cyberchondriaques ont une relation inquiète à leur corps. Leur symptôme n'est pas seulement une donnée biologique, il devient une alerte existentielle. La recherche numérique n'est pas seulement intellectuelle, elle est chargée d'affect, elle peut traduire une peur de mourir, une expérience passée de la maladie, un deuil, une défiance envers les médecins ou parfois une solitude profonde face à la vulnérabilité corporelle. Il faut enfin apprendre aux patients à utiliser l'IA autrement, non pas comme un médecin de substitution, non pas comme un oracle diagnostique, mais comme un outil limité. Elle peut aider à reformuler une question, à comprendre un terme médical, à préparer une consultation, à résumer des recommandations générales. Elle ne doit pas et surtout pas devenir l'instance qui valide ou invalide l'existence d'une maladie grave chez un sujet anxieux. Pour certains patients, il faudra même poser clairement que l'usage de l'IA fait partie du problème, comme on le dirait d'une vérification excessive d'un rituel obsessionnel. Pour conclure, la cyberchondrie est un phénomène à la fois banal et profondément révélateur. Banal, parce qu'elle concerne désormais un grand nombre de personnes, souvent dans des formes discrètes, silencieuses, socialement tolérées. Qui n'a jamais cherché un symptôme en ligne? Qui n'a jamais été tenté de vérifier, de comparer, de se rassurer? La frontière entre l'information légitime et recherche anxieuse n'est pas toujours nette. Révélateur parce que la cyberchondrie condense une tension majeure de notre époque. Nous avons accès à une quantité d'informations médicales que les générations précédentes n'auraient pas imaginées. Cet accès peut renforcer l'autonomie du patient, améliorer la compréhension, favoriser la prévention, soutenir la décision partagée, mais il peut aussi produire de la confusion, de l'angoisse, de la défiance, parfois même une forme d'errance dans le savoir. L'intelligence artificielle malheureusement amplifie cette tension. Elle apporte des réponses rapides, fluides, personnalisées. Elle peut aider, orienter, clarifier, mais elle peut aussi donner l'illusion d'une relation, d'une expertise, d'un diagnostic, d'une maîtrise. Elle peut transformer la recherche anxieuse en dialogue anxieux. Elle peut devenir pour certains sujets non pas une source de connaissances, mais un miroir sophistiqué de leur inquiétude. L'enjeu n'est pas de revenir en arrière, le temps où le médecin détenait seul l'accès au savoir médical est terminé. Il serait vain et même dangereux de regretter simplement cette époque. Le problème n'est pas que les patients sachent, le problème est qu'ils soient parfois seuls avec ce savoir, seuls face à des informations qu'ils ne peuvent ni archiver ni contenir. C'est ici que le rôle du clinicien demeure irremplaçable, non pas parce qu'il saurait tout mieux que la machine, ou parce qu'il fait autre chose que répondre. Il écoute, il examine, il contextualise, il prend en compte l'histoire du sujet, il accepte de porter sa part de responsabilité. Il sait qu'un symptôme n'est jamais seulement une donnée, mais une expérience vécue inscrite dans un corps, une biographie, une relation, une temporalité. Je vous remercie pour votre attention.